Et c'est parti pour un nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France. Aujourd'hui avec Christophe Darc comme tous les matins, et nous vous proposons la suite de notre épisode consacré au port de l'étoile jaune, rendu obligatoire par une ordonnance allemande le 29 mai 1942 pour tous les Juifs de plus de 6 ans en zone occupée. L'Allemagne nazie exige ainsi que tout Juif doit porter en public une étoile jaune sur la poitrine et sur le côté gauche du vêtement avec en lettres noires dans des caractères imitant la calligraphie hébraïque le mot juif. Christophe, pour les Juifs de la zone occupée, le port de l'étoile s'ajoute aux nombreuses discriminations en vigueur depuis presque 2 ans, et ils doivent se procurer très rapidement au commissariat de police de leur quartier 3 étoiles jaunes en échange d'un point de ravitaillement textile. La mesure entre officiellement en vigueur le 7 juin 1942. Tout contrevenant est passible d'une peine de prison ou d'une amende. Plus encore, selon les termes du document, des mesures de police, notamment le transfert dans un camp, peuvent être ordonnées. Au bout de quelques semaines, sur les 100 000 Juifs concernés par cette mesure, plus de 83 000 ont perçu l'étoile jaune. Les autorités françaises et allemandes chargent la police française de veiller à l'application de l'ordonnance. Ouais, pour les Juifs, il n'y a donc pas d'autre moyen. C'est une véritable humiliation, une de plus, hélas. Dans son poème Amour du prochain, Max Jacob, qui mourra d'ailleurs à Drancy en 1944, résume bien précisément ce sentiment de honte, même s'il le prend un petit peu au second degré et avec ironie. Qui a vu le crapaud traverser une rue? C'est un tout petit homme, une poupée n'est pas plus minuscule, il se traîne sur les genoux, il a honte on dirait, non, il est rhumatisant, une jambe reste en arrière, il la ramène, où vint-il ainsi? Il sort de l'égout, pauvre clown, personne n'a remarqué ce crapaud dans la rue. Jadis, personne ne me remarquait dans la rue, maintenant les enfants se moquent de mon étoile jaune, heureux crapaud, tu n'as pas l'étoile jaune. Oui, des dispositions dérogatoires existent. L'ordonnance allemande indique que lors de circonstances spéciales, dans l'intérêt du Reich, des dérogations peuvent être prévues dans des cas isolés. Les étrangers issus des pays belligérants, neutres et alliés de l'Allemagne sont concernés, de même que certains anciens combattants. Près de 10% des Juifs bénéficient de cette exemption. Et les Juifs exemptés du port de l'insigne devront porter sur eux un certificat établi par le chef de la police de sûreté et du service de sûreté. Seront également exemptés les Juifs qui vivent en mariage mixte si leurs enfants sont reconnus comme non-juifs. Et le maréchal Pétain lui-même va demander des exemptions aux Allemands, mais elles sont individuelles et il n'y aura surtout qu'une centaine, tout au plus, malgré d'ailleurs des demandes qui ont été faites pour des personnalités, on va dire, quand même plus ou moins connues, comme pour Louise Neuberger, veuve du philosophe Henri Bergson, ou encore pour le mari de la célèbre écrivaine Colette, Maurice Goudquette, des demandes qui sont restées sans suite. La plupart des demandes en effet sont rejetées, comme celle, parce que des fois c'est un petit peu absurde, de l'archimandrite de l'église orthodoxe de Meudon, Serge Pfefferman, obligé de porter l'étoile jaune alors que même si ses grands-parents étaient juifs, il s'était converti. Et puis certaines nationalités bénéficient que provisoirement de la mesure d'exemption comme les Hongrois, les Roumains ou encore les Bulgares. Et face à la situation, beaucoup de Juifs décident donc de quitter la zone occupée, notamment en zone dite libre où l'étoile jaune n'existe pas. Et puis certains refusent carrément de la porter, ce qui est évidemment très dangereux. Par exemple, le médecin Robert Debré, il s'en expliquera d'ailleurs dans ses mémoires. Il écrit « J'étais convaincu, comme plusieurs d'entre nous, que cette désobéissance n'augmenterait guère les risques car nous fûmes assez nombreux à prendre cette attitude. Sans nous être entendus, agir de même les 2 autres membres de ma famille astreints à cette obligation et alors présent à Paris, le professeur Jacques Agneau, mon cousin, qui échappa de justesse un peu plus tard à la Gestapo, et un autre cousin, Paul Denry, qui fut arrêté place de la Madeleine et dont on n'eut plus jamais de nouvelles. » Comme il l'a écrit, en effet, Robert Debré n'est pas un cas isolé à cette période. Des notaires et des avocats juifs écrivent notamment un manifeste pour dire non au port de l'étoile jaune. Une enquête est même menée contre eux, mais elle n'aboutit pas. Ils obtiennent donc gain de cause. Et il faut préciser en revanche que le consistoire central ne réagit pas à l'obligation du port de l'étoile jaune pour plusieurs raisons. D'abord, il a quitté la zone occupée pour s'établir à Lyon en zone donc dite libre. Et puis, il est également affaibli depuis la création de l'Union générale des Israélites de France en 1941. Oui, et dont les dirigeants d'ailleurs invitaient précisément les Juifs à porter l'étoile jaune. Je renvoie à ce que l'on a dit justement sur l'Union générale des Israélites de France dans le dernier épisode, dans le précédent épisode, pour mieux comprendre l'attitude du consistoire central. Toujours est-il justement que le 30 juin 1942, donc plus de 3 semaines après l'adoption de la mesure, le consistoire évoque en interne, dans un courrier à ses représentants régionaux, le dessein de préserver les Israélites de la zone occupée des persécutions que constitue le port de l'étoile et ses répercussions, sans
plus de détails. Les autorités religieuses ont critiqué l'obligation de porter l'étoile jaune dans son sermon du 7 juin 1942 à la Sainte-Chapelle à Paris, le jour même donc de l'entrée en vigueur de l'ordonnance allemande. Le suppléant de l'archevêque de Paris prend position contre l'étoile jaune et rappelle que les juifs et les chrétiens sont des frères. À Vichy, c'est ce que rapporte l'historien de la Shoah, Georges Wellers, qui d'ailleurs avait fait partie de la rafle des notables dont on a parlé l'autre fois. Le prêtre Victor Didard invite ses fidèles à prier pour les 80 000 juifs obligés de porter l'étoile jaune. Imaginez quand même cet acte de résistance dans la ville, évidemment, symbole du régime du maréchal Pétain et qui malheureusement d'ailleurs mourra dans les camps. On observe le même type de manifestation aussi de défis dans quelques églises à la messe de minuit de Noël 1942. Le curé de Montbéliard, dans l'Est, dans le Doubs, dote dans la crèche l'enfant Jésus, Marie et Joseph d'une étoile jaune, alors que précisément des Allemands sont présents dans le lieu de culte. Il ne sera pas poursuivi. Ça, c'est côté catholique. Et côté protestant, c'est le président de la Fédération protestante de France qui fait part dans une lettre au maréchal Pétain le 12 juin 1942, je cite, de la douloureuse impression éprouvée par les églises de son ressort devant les nouvelles mesures prises par les autorités d'occupation à l'égard des Israélites. Fin de citation. Je précise que d'ailleurs on retrouve finalement à peu près la même chose qu'on avait pu voir lors du premier et du second statut des Juifs, à savoir des réactions timides, voire inexistantes au sein des rangs catholiques et en revanche beaucoup plus opposées, beaucoup plus fortes, beaucoup plus vives chez les protestants. Et d'ailleurs les autorités religieuses ne sont pas les seules à s'offusquer du port de l'étoile jaune. Par défi, un certain nombre de non-juifs décident de porter l'étoile jaune par solidarité pour les juifs stigmatisés. En particulier ceux que l'on appelle les zazous. Alors ce sont de jeunes gens reconnaissables à leurs vêtements anglais ou américains, plutôt excentriques et à leur passion pour le jazz. On dira par exemple de Boris Vian qui était peut-être un zazou. Il s'affiche effectivement avec une étoile jaune sur laquelle est écrite le mot swing à la place de juif. Une étudiante en classe préparatoire, membre de la jeunesse étudiante chrétienne féminine, remplace le 7 juin 1942 le mot juif par papou sur une étoile jaune. Elle est arrêtée, placée en garde à vue, enfermée au centre d'internement de la caserne des Tourelles Porte des Lilas, puis transférée au camp de Drancy. Oui, effectivement, ça ne rigole pas. Elle y reste jusqu'au 31 août 1942. En tout, d'ailleurs, 35 personnes sont arrêtées à Paris entre le 6 et le 10 juin 1942, période de mise en place du port de l'étoile jaune donc ces personnes la contestaient. Parmi les personnalités, même s'il y aura sujet à controverse le concernant par rapport notamment à ses amitiés avec certains écrivains collaborationnistes, Marcel Aimé va écrire un article au vitriol sur le port de l'étoile jaune dans un journal qui bien sûr ne passe pas l'épreuve de la censure allemande, mais il prend bien soin de faire imprimer suffisamment d'exemplaires pour en distribuer autour de lui sous le manteau. On l'a dit, l'étoile jaune n'est pas portée en zone libre, même après son invasion le 11 novembre 1942 par les Allemands et les Italiens suite au débarquement allié en Afrique du Nord. Et qui sera bien sûr un tournant effectivement dans cette guerre. Le gouvernement de Vichy effectivement s'y oppose, mais décide à la place de faire apposer un tampon juif sur les cartes d'alimentation et les papiers d'identité, ce qui ne vaut guère mieux. Il faut d'ailleurs rappeler que la carte d'identité avait été généralisée dès octobre 1940 par le maréchal Pétain pour que chaque Français puisse justifier de son identité lors des contrôles de police, avec d'ailleurs un numéro d'identification à 13 chiffres mis au point par les services de la statistique de Vichy, des numéros d'identification qui sont à l'origine en fait des numéros actuels de la sécurité sociale. Cela fait donc partie des choses qui existent encore aujourd'hui et qui sont inspirées, voire qui ont été mises en place par le gouvernement de Vichy, comme je citerai la fête des mères ou bien encore le fait d'offrir du muguet le 1er mai. Et oui, ça malheureusement, ça reste de l'époque pétainiste. Merci beaucoup Christophe pour ce chapitre donc en 2 parties consacrées au port de l'étoile jaune en 1942 et justement 80 ans après la mise en place de cette infamie. Christophe, vous nous conseillez un numéro très spécial de magazine. Oui, effectivement, le magazine L'Histoire qui est consacré ce mois-ci au port de l'étoile jaune, à retrouver chez tous les bons libraires. C'est en plus une excellente revue, sans doute la meilleure dans le domaine historique. Eh bien, merci beaucoup pour ce bon conseil. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Histoire des Juifs de France. Salut, c'est Amir.